Et pour clore cette journée, je vais demander à notre hôte, le président de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines et maire de Buchelet, Paul Martinez, de rejoindre la scène au pupitre. Ma question, Monsieur le Président, à la fin de cette journée, c'est: avez-vous passé une bonne journée ? Oui, parce que depuis le temps qu'on y travaille à ces assises, effectivement, la journée et le résultat et le monde qu'il y avait en journée, oui, on est très satisfait effectivement de cette première journée, de ces premières assises avec nos amis des Mureaux et de Seine-et-Vexin. Et bien évidemment, on ne compte pas s'arrêter là, on l'espère, malgré les échéances institutionnelles et territoriales à venir, cette nouvelle communauté urbaine, que ce qui a été fait aujourd'hui soit le préalable à des actions concrètes, effectivement, au sein de ce territoire si enthousiasmant et en même temps si grand qu'est Seine-Aval. Alors, il m'incombe, je crois bien, de faire une synthèse de la journée. Alors, je remercie les survivants encore présents parce que certains étaient certainement particulièrement occupés aujourd'hui. Alors, nous avons effectivement au sommaire de cette synthèse quatre items, 4 points. D'une part, l'accroissement de l'attractivité en Seine-Aval. D'autre part, le développement des outils opérationnels. Il s'agit aussi d'encourager les nouvelles pratiques de mobilité, ça a été un sujet particulièrement évoqué, et bien sûr d'apporter des solutions de financement. Alors, le premier point, accroître l'attractivité de la Seine-Aval. On est là, effectivement, sur un enjeu propre aux entreprises, mais pas uniquement. D'une part, alors, il s'agit d'interroger la transition énergétique à travers un facteur de développement économique territorial. Alors, via, d'une part, l'innovation technologique des entreprises, la recherche de nouveaux produits, on a parlé souvent de la domotique, de la mobilité électrique, des réseaux intelligents, de la méthanisation. On sent bien que ce sont des filières un peu nouvelles ou quasi nouvelles et que ça revient souvent dans la discussion des différents forums et tables rondes qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc là, voilà, c'est plutôt la dimension R&D qui est sollicitée, et c'est donc une innovation technologique, des innovations technologiques qui doivent être prises en compte dans le cadre de cette transition énergétique. Donc c'est le premier point, dimension innovante. Innovante aussi pour le développement de nouveaux usages. Alors, on a souvent parlé d'hybride, l'hybridation des usages est de plus en plus sollicitée. On a parlé aussi d'économie collaborative. Alors, j'y étais pas, mais il y a eu pour le financement notamment la présentation de la société Lumo qui participe effectivement à ce type de financement. Donc, voilà, il y a quand même de ce point de vue-là des nouveaux usages et des nouvelles pratiques et qui dessinent peut-être une nouvelle société à terme, ce qui nous paraît particulièrement intéressant, ainsi que naturellement l'association des usagers, souvent usagers ou clients, ça dépend de quel point de vue on se place, mais souvent effectivement sollicités dans le cadre de ces usages un peu innovants. Enfin, l'apparition de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés ont été aussi évoqués dans cette dimension d'innovation technologique. Alors, facteur de développement par l'innovation, facteur de développement aussi par le renforcement de la compétitivité des entreprises, grâce d'une part bien sûr à la réduction des coûts de production. Les transitions énergétiques, c'est aussi cela, la réduction des coûts de production pour les entreprises, tant en matière première qu'en facture énergétique à terme. Et aussi grâce à une valorisation de leur image. On est là sur une valorisation de l'image un peu liée à la responsabilité environnementale, en quelque sorte, des entreprises. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un facteur de développement économique. Et on peut considérer, compte tenu de tous ces éléments, que la transition énergétique constitue un gage d'attractivité des entreprises, mais aussi du territoire Seine-Aval. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc, interroger l'aménagement face aux contraintes énergétiques, ça participe aussi à accroître l'attractivité de notre territoire. L'aménagement, ce sont d'abord les documents d'urbanisme que chaque élu développe sur sa commune ou sur son intercommunalité. Donc il s'agit de les utiliser de façon à planifier en quelque sorte la transition énergétique sur le territoire, à la rendre concrète et à l'associer naturellement aux questions d'aménagement, de développement urbain et aussi d'offres de transport, puisque naturellement ces questions-là s'inscrivent dans ce qu'on appelle les PADD, donc les projets d'aménagement et de développement durable adossés au PLU.
C'est aussi interroger l'aménagement, c'est aussi réduire la distance domicile-travail. Ça, c'est revenu souvent. On a souvent entendu parler de ces questions-là à travers ce qu'on appelle des concepts comme la ville intense, à travers des processus comme le télétravail, etc. Je crois que je dois lever ça. Voilà, c'est plus... effectivement. Donc maintenant, je vais pouvoir parler doucement. Il a tendance à redescendre, oui. Voilà. Donc et c'est aussi limiter l'étalement urbain, bien sûr. Ça aussi, ce sont des questions qui interrogent l'aménagement et qui participeront au développement de la transition énergétique. L'étalement urbain étant la surconsommation du foncier, notamment agricole. Voilà, l'agriculture, c'est l'alimentation, bien sûr, des habitants, mais c'est aussi, et ça peut être aussi, une question énergétique, je pense aux déchets notamment, et à la méthanisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Accroître l'attractivité, c'est aussi encourager la réalisation des bâtiments économes. Alors ça passe effectivement par le concept de bâtiments comme les bâtiments BPOS, ou les sources d'économie de fonctionnement qui sont importantes tant pour les entreprises, pour les ménages, que pour les collectivités, parce que des bâtiments qui sont vertueux de ce point de vue-là voilà, sont économes. Il s'agit de créer aussi les réseaux de demain. Alors, on a beaucoup insisté sur les smart grids, tout ce type de réseaux intelligents qui participent au smart city, la ville intelligente. Alors bon, c'était souvent un concept plus ou moins défini. Ça devient de plus en plus une réalité en France et à l'étranger. Et c'est à nous, les territoires. Quand je dis nous et quand je parle de territoire, c'est tous les acteurs du territoire, pas simplement les collectivités. Il ne faut pas qu'elles pensent qu'elles ont le monopole du territoire. Nous sommes tous sur le même territoire. Donc c'est à nous, effectivement, de penser, de développer et d'accompagner ces réseaux de demain, mais aussi de gérer avec une certaine efficacité, une certaine efficience, les ressources et les opérations de maintenance liées à ces réseaux, qui seront des réseaux complexes, comme chacun sait. Donc il faudra les accompagner. Ça participe aussi d'un certain niveau de formation pour ceux qui auront à les gérer. C'est aussi accroître l'attractivité, faire de Seine-Aval un territoire d'expérimentation. Alors il ne s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier, bien sûr. Il s'agit d'amplifier la démarche de Synergy Lab. Donc là, on est en plein dedans, mon cher Michel. De Synergy Lab, plateforme d'innovation. Amplifier cette démarche, c'est développer effectivement le réseau d'acteurs pour la recherche et le développement, principal pilier, j'allais dire, de la démarche de Synergy Lab. Et c'est aussi s'appuyer sur le réseau des organismes de formation sur le territoire. Ils sont nombreux, mais je sais que c'est déjà en cours, puisque bon nombre d'entre eux sont membres effectivement de Synergy Lab. Enfin, faire de Seine-Aval un territoire producteur d'énergie propre, ça me semble être... alors ça vient peut-être en dernier sur le fait d'accroître l'attractivité, mais ça me semble être peut-être la priorité, l'une des priorités, et on l'a vu à travers plusieurs projets. D'une part, il s'agit d'utiliser le fleuve, de l'utiliser en termes énergétiques. Il y a les questions de l'hydrolienne qui reviennent parfois. Alors on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une question qui aurait pu être évoquée, peut-être à d'autres échéances. Réguler la température aussi du fleuve. Il y a vraiment des sujets importants à utiliser autour de ce fleuve, et naturellement toutes les questions autour de la mobilité. On l'a vu avec le projet de Ségura tout à l'heure. Développer aussi le photovoltaïque, les fermes photovoltaïques, notamment sur les équipements publics. On a vraiment de ce point de vue-là, j'allais dire, sur les collectivités, notamment sur le territoire, un vrai retard. Développer la méthanisation et le biogaz, là aussi on l'a évoqué toute la journée, c'est vraiment une démarche intéressante. On a aussi parlé des énergies fatales, et celles-ci, effectivement, il faudrait les utiliser de façon plus efficace aussi sur le territoire, même si plusieurs projets existent d'ores et déjà. Alors, on a parlé d'accroître l'attractivité. Pour cela, il faut aussi développer les outils opérationnels qui existent, en tout cas que la législation et la réglementation nous permet d'avoir. Donc c'est l'élaboration, bien évidemment, d'un plan climat-air-énergie territorial. Ça nous semble indispensable. Nous y travaillons d'ores et déjà à la CAMI. Donc il faudra de toute façon que cette future communauté urbaine se dote de cet outil, qui est un outil, j'allais dire, stratégique, qu'il faudra mettre en place sur ces questions-là et répondre naturellement aux
demande de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fameux facteur 4 pour la France, mais aussi le 3 fois 20% proposé par l'Union européenne. Et développer aussi une vision un peu prospective du territoire à travers d'autres sujets plus liés au changement climatique et à ses impacts en matière d'inondation et de quotidien sur la population, inondations, canicules, etc. Donc ça, c'est le PCAET. La création d'une structure transversale en interne au sein de cette future communauté urbaine. Donc une espèce d'autorité organisatrice de l'énergie comme celle qui existe par exemple à la métropole de Toulouse. Donc on avait été en contact dans le cadre de ces assises avec la personne qui anime cette autorité. Elle n'a pas pu venir, mais elle aurait pu effectivement émettre un témoignage particulièrement intéressant. Donc qui participera, cette autorité pourrait participer à une vision globale sur les domaines d'action du futur EPCI, que ce soit en matière de consommation, production, aménagement et déplacement. Alors c'est aussi, les outils opérationnels ont pour but de placer en quelque sorte l'habitant au cœur de la transition énergétique. Alors des outils comme la thermographie aérienne du territoire, naturellement, pour être une sorte d'aide à la décision. Ça nous semble important de développer cet outil, c'est coûteux, mais c'est nécessaire effectivement. Pour l'identification aussi des ménages en précarité énergétique, on en a parlé, donc il va falloir développer des réseaux d'information avec EDF, avec les centres communaux d'action sociale notamment, mais aussi avec d'autres structures, pour pouvoir traiter plus efficacement cette question de la précarité énergétique. EDF est déjà un partenaire particulièrement fiable, c'est vrai qu'il descend ce micro, particulièrement fiable effectivement sur le territoire, mais il faut aller plus loin, et ça nous permettra aussi de comprendre un peu les usages et les comportements à l'égard de certains ménages précarisés. Enfin, autre outil opérationnel pour placer l'habitant au cœur de cette transition, la plateforme locale de la rénovation énergétique. Donc là, on est dans la facilitation, en quelque sorte, de la réalisation des travaux, donc l'accompagnement des ménages. Alors, je ne suis pas sur Synergy Lab, qui est une plateforme de transition énergétique qui a une autre fonction, on va dire. Là, je parle d'une plateforme locale qui puisse accompagner, effectivement, la réalité, en quelque sorte, des habitants, qui pourrait aussi structurer l'offre des entreprises du bâtiment, une fois que ces entreprises auront recruté des gens formés dans le cadre des opérations de formation de Synergy Lab. Donc on l'a vu, l'habitant au cœur du sujet, c'est aussi la transition énergétique de nouvelles pratiques de mobilité. Alors il s'agit d'optimiser l'usage des transports en commun, de recourir au fleuve et d'encourager les modes actifs. Alors l'usage des transports en commun, bon, on est là sur l'un des projets phares de notre future communauté urbaine qui est le RER-E, EOL. Donc il va falloir développer les réseaux d'intermodalité entre les différents pôles gares et l'ensemble du territoire. Et ça, c'est une question majeure stratégiquement pour notre territoire, qui va certainement constituer l'une des, si ce n'est la question principale en matière d'aménagement et de transport sur Seine-Aval. Développer aussi les parkings relais, alors on les appelait d'intérêt régionaux à l'époque, bon maintenant c'est un autre terme, je ne sais plus ce que c'était, mais pour désaturer les centres-villes et les pôles gares justement, qui font l'objet de saturation sur l'ensemble du territoire Seine-Aval. Donc là, il faudra en parler. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, effectivement, de ces pôles gares et de ce RER-E, mais il doit s'adosser aussi à cette politique de transition énergétique. Le fleuve, bien sûr, avec le port Limay-Porcheville, alors le port de Limay, même si le maire de Porcheville n'est pas là, il m'en voudra pas, mais c'est surtout le port de Limay. Mais c'est vrai que la zone d'activité, c'est celle de Limay-Porcheville. Il s'agit d'accroître la logistique fluviale. Alors je sais qu'Aropa développe des dispositifs liés à la logistique urbaine, et notamment ce qu'ils appellent les CUP, qui sont des petits quais effectivement intéressants, qui ne sont pas adaptés à la dimension portuaire, mais plutôt logistique urbaine. Ça, c'est des choses qui peuvent intéresser effectivement le territoire en matière d'utilisation du fleuve. Et soutenir aussi le développement d'outils logistiques innovants, comme on l'a vu notamment avec le navire, là aussi, de Segura, navire qui sera exposé, comme son responsable l'a dit, dont la maquette sera exposée plus exactement à la COP21. Donc on a réussi à la Camille à montrer un peu les projets de notre territoire. Enfin, encourager les modes actifs, c'est développer d'autres modes de déplacement en termes de mobilité. Je pense aux pistes cyclables, ce que
que d'autres appelleraient des autoroutes à vélo, ce qui est un concept un peu original, mais bon, c'est aussi le covoiturage, le copartage, l'autopartage, enfin ces questions-là qui reviennent souvent en milieu urbain. On est chez nous effectivement dans une autre structure en quelque sorte de territoire, donc c'est pas tout à fait Paris, la Seine-et-Val, même si c'est à côté, et donc il faudra être là aussi innovant sur ces questions de déplacement et de mobilité. Naturellement, les carburants alternatifs aussi. Donc le véhicule électrique, même s'il y a eu des questions très pertinentes sur le traitement du lithium et de la batterie, c'est vrai que c'est des questions que tout le monde se pose. On a eu un début de réponse tout à l'heure, mais il faudra effectivement être aussi à cheval sur ces questions liées finalement aux déchets des nouvelles filières, parce qu'on crée des nouvelles filières qui émettent des gaz à effet de, peu de gaz à effet de serre, voire pas du tout. Elles ont aussi un impact environnemental. Il ne faut pas se voiler la face, donc c'est à nous aussi de réfléchir, pas simplement à les développer, mais aussi à les réutiliser et à utiliser, j'allais dire, de façon propre ces déchets. Et enfin, le biogaz, la station biogaz pour véhicules propres, ça c'est un vrai sujet aussi pour notre territoire. Enfin, développer un écosystème de mobilité, ce que je disais tout à l'heure, autour du covoiturage, de l'autopartage, d'une part, mais aussi inciter en quelque sorte à l'émergence de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité avec la création de stations intermodales sur notre territoire. Les bornes de recharge de véhicules électriques y participeront, on l'espère, fortement. Autre nouvelle pratique, il s'agit de soutenir les projets innovants en matière de transport. Je ne vais pas revenir sur le biogaz, j'en ai déjà parlé. Sur, naturellement, le navire fluvial, on en a déjà parlé. Maryse Di Bernardo en a bien parlé. Et sur tous les autres projets. L'Acamie et Seine-et-Vexin, dans un premier temps, chacun dans leur coin, mais maintenant, effectivement, on va travailler de plus en plus ensemble, sont un peu en pointe. Ce sont les deux intercommunalités qui ont pris cette question un peu plus à bras-le-corps, même si rien n'est parfait, mais on a pas mal avancé quand même sur ces sujets-là. Voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur les nouvelles pratiques de mobilité qui était le 4e point à l'ordre du jour de cette synthèse. Alors moi je voulais simplement moi aussi remercier quelques acteurs. D'abord vous remercier vous tous les différents intervenants et ceux qui sont déplacés pour ces premières assises de la transition énergétique. Première, et je vous rassure, on en est tous convaincus, pas dernière, parce qu'il en faudra effectivement d'autres, parce que c'est un sujet qui ne va pas se régler en un an premièrement, et on devra effectivement se retrouver dans un esprit de construction et dans un esprit effectivement de responsabilité vis-à-vis de notre territoire. Alors remercier naturellement tous ceux parmi vous qui sont venus, souligner et remercier Maryse Di Bernardo qui depuis 18 mois est la vice-présidente à l'Acamie sur ces questions-là, j'allais dire ma vice-présidente, et autant sur les déchets que sur les transports, la mobilité et plusieurs autres questions. Elle est sur le front et elle a vraiment bien épaulé le président et l'ensemble de la structure, donc je la remercie sincèrement et je sais qu'elle a cette fibre effectivement pour porter ces sujets-là. Bien sûr les services de l'Acamie, bien sûr l'ensemble des élus du territoire de l'Acamie et de Seine-et-Vexin. Bien sûr EDF aussi qui nous a accueillis dans cet écrin méconnu par certains, que certains découvrent peut-être aujourd'hui, qui est un véritable site du savoir et de la connaissance. Il est hors de question qu'il ne soit plus ou peu fonctionnel à l'avenir. Il faudra vraiment réfléchir à sa vocation, car sincèrement, avoir un site comme ça sur notre territoire, c'est pas du luxe, surtout actuellement. Enfin, moi aussi, je remercie Sylvain et Alexandra donc pour le travail qu'ils ont accompli, effectivement, de mise en synergie, comme on dit au Muro, de l'ensemble des acteurs publics, privés, pour pouvoir effectivement organiser ces assises. Et bien sûr le service communication qui s'est mis à la tâche très très rapidement, ma chère Angela, et voilà, et l'ensemble des équipes qui ont pu y répondre favorablement. Donc c'était pas un gadget, il s'agit pas effectivement d'en faire simplement, j'allais dire une journée comme ça où on se retrouve. Il s'agit vraiment de faire le point de départ, de constituer le point de départ de ce qui devra être à terme une vraie politique énergétique sur le territoire. Mais les élus peuvent pas faire ça tout seuls, les agglomérations, les intercommunalités non plus. Elles doivent construire, co-construire d'une part ce débat et après ces actions sur ces questions énergétiques avec l'ensemble des acteurs
de l'énergie, du transport. Voilà, parce que l'objectif est important et, et la nécessité est impérieuse de pouvoir effectivement accompagner ce qui n'est pas une mutation à mes yeux, ce qui est une révolution, je pense, concrète des usages, une révolution économique. Donc on ne pouvait pas rester à côté de ça. On est très fiers de l'avoir organisé et on espère que, quelle que soit l'issue des échéances futures, voilà, ce sera aussi organisé à terme et ça aboutira à des opérations et des actions concrètes. Voilà, je vous remercie, je remercie l'ensemble des participants à cette journée particulièrement fructueuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président.